Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Antoine Bozio, je suis le directeur de l'Institut des politiques publiques, l'IPP. Et donc je suis heureux de vous accueillir au Campus Jourdan, dans l'amphithéâtre Daniel Cohen, pour la 7e édition de cette conférence dédiée aux enjeux budgétaires. Elle est réalisée en partenariat entre l'IPP et puis un nouvel institut, l'Institut des politiques macroéconomiques et internationales, l'IMIP, dont le directeur Lionel Fontanier va vous dire un mot dans un instant. Alors, cette édition est un petit peu différente des autres millésimes de cette conférence parce qu'elle n'a pas eu lieu à l'automne dernier. Vous en avez peut-être aperçu. Il n'y avait pas de budget, donc pas de budget discuté. Et du coup, on en a profité pour réfléchir à changer les modalités et le calendrier de cette conférence en la plaçant du coup en juin, avant les arbitrages, avant les annonces gouvernementales, pour faire en sorte de réfléchir à contribuer au débat public sur les enjeux budgétaires, mais pas forcément cadré dans la réaction au projet de loi de finances, au financement de la sécurité sociale. Alors pour l'IPP, il s'agit de se mettre aussi dans les pas de son modèle britannique de l'Institute for Fiscal Studies qui chaque année présente un rapport discutant des grands enjeux budgétaires avant les annonces du chancelier de l'échiquier. Ce rapport qui s'appelle l'IFS Green Budget essaye de discuter de ces grands enjeux et nous, à l'IPP, on a pour la première fois essayé de faire l'équivalent, c'est-à-dire qu'on a publié aujourd'hui disponible dans les bacs, un rapport qui s'appelle les perspectives budgétaires et qui est publié à la documentation française. Et on est très fiers de vous présenter aujourd'hui les principaux résultats. Il y a deux raisons de fond aussi qui nous ont porté à essayer de modifier ce calendrier sur les modalités de cette conférence. La première raison de fond, c'est qu'on devait travailler très vite, très rapidement après les annonces gouvernementales à la fin septembre pour essayer de présenter des analyses du projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Et souvent, on le faisait quelques jours avant ou après le vote par l'Assemblée nationale et les députés nous disaient « c'est gentil, mais c'est trop tard ». Et donc, pour le faire plus tôt, ne pouvons pas arriver à faire plus vite en moins de temps. Nous avons décidé de le faire en amont des annonces gouvernementales pour parler des enjeux. La deuxième raison de fond, c'est qu'on ne voulait pas se rester contraint par ces annonces gouvernementales pour pouvoir discuter des grands enjeux, qui ne sont pas forcément des enjeux que le gouvernement va reprendre cette année-là, mais pour les mettre dans le débat public. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est une proposition de budget alternatif. Ce n'est même pas l'ensemble des sujets, ce n'est pas exhaustif sur l'ensemble des sujets qu'on peut traiter en termes de questions budgétaires. C'est simplement, très modestement, une contribution d'universitaires au débat public sur les grands enjeux budgétaires dont on espère que les élus, les administrations et même les citoyens puissent reprendre pour essayer de faire avancer le débat sur la façon de délibérer de façon collective sur les grands enjeux du budget de la nation. Alors avant de laisser la parole à Lionel Fontanier, je veux dire des mots de remerciement du coup d'abord aux fondateurs de l'IPP, l'École d'économie de Paris, PSE, et le Jeunesse, remercier leurs directeurs et directrices respectives, Jean-Olivier Hérault et Catherine Gaudy, qui soutiennent depuis 13 ans le travail qu'on fait ici à l'IPP. Remercier aussi le CEPREMAP et sa directrice, Claudia Sénic, et aussi le LABEX ECODEC, qui soutient financièrement l'IPP sur les travaux qui vous seront présentés aujourd'hui. Et remercier également les parlementaires, le président de la Commission des finances et le rapporteur général qui vont participer au débat politique qui sera animé par Tiffaine de Rocchigny. Je la remercie aussi chaleureusement pour avoir accepté de faire l'animation de ce débat. Alors, avant de dernier point pour l'ordre du jour, donc on a 7 présentations. C'est chargé, mais vous allez voir, intense et très instructive. On va commencer par 3 premières présentations sur la question plutôt la trajectoire des finances publiques. Alors d'abord des questions, une présentation par l'IPP sur les orientations des politiques publiques, une présentation par l'IMIP sur la question de la réduction de la dette de la France avec une modélisation macroéconomique, et puis enfin à nouveau une présentation de l'IPP sur les objectifs de mesures socio-fiscales, quand elles mesurent les effets budgétaires et redistributifs de différentes options qui peuvent être sur la table et peuvent être discutées. Puis ensuite, on fera une pause très rapide pour vous permettre de vous rafraîchir et de boire un verre avant de revenir très rapidement pour 4 autres présentations. D'abord, une présentation de l'IMIP sur la question de la guerre commerciale et des impacts des barrières tarifaires qui ont été mises en place aux États-Unis et leur impact sur la croissance économique. Et une contribution de l'IMIP sur la question de la réforme des retraites.
Enfin, 2 autres contributions de l'IPP, d'abord sur la réforme du cadre comptable des retraites des fonctionnaires de l'État, puis sur les arbitrages en jeu pour les dépenses d'éducation. Et je vous remercie beaucoup d'être tous ici. C'est l'endroit le plus frais du campus, mais nous allons parler de sujets très chauds. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous dans cet amphithéâtre. J'espère pas simplement pour la fraîcheur, mais aussi pour donc le travail intellectuel qui a été fait, dont nous pourrons discuter. Donc presque tout a été dit. Je voudrais juste ajouter quelques mots. Le premier, qui est un petit peu personnel, c'est dire que je suis assez ému d'être dans cet amphithéâtre et pour lancer donc cette première présentation publique de l'IMIP. Et évidemment, j'aurais aimé que Daniel soit dans l'assistance. Alors, ensuite, le point que je voulais évoquer, c'était remercier ceux qui ont soutenu l'IMIP. Alors, c'est beaucoup plus récent que ce qu'Antoine vient de dire. En fait, ça fait 6 mois que le CEPREMAP, et donc Claudia est ici, et PSE, et donc Jean-Olivier est empêché, donc nous soutiennent vivement. Donc, merci à tous les deux, et à travers eux, merci à ces 2 institutions sans lesquelles cette merveilleuse aventure n'aurait pas pu commencer, à l'EUR aussi qui nous soutient. Et donc cet institut, normalement c'est un tout petit peu différent de l'IPP, parce que l'IPP c'est un cercle et nous c'est plutôt des carrés, donc n'y voyez aucune signification particulière. Souvent vous nous repérerez avec des petits carrés bleus qui s'empilent et qui montent comme un escalier, évidemment vers la connaissance. Ça n'a échappé à personne quel était le sens de ce logo. Alors nous avons à l'IMIP 2 conseillers scientifiques. J'en vois une tout au fond, voilà, Kathleen, qui est avec nous et qui représente probablement la partie environnement de notre institut, et l'autre directeur scientifique, c'est Olivier Blanchard, donc qui surveille avec vigilance ce que l'on fait en macroéconomie et en économie internationale aussi. Voilà. Alors évidemment, tous ces sujets se parlent, et l'objet de l'IMIP, c'est qu'ils se parlent encore plus, qu'ils se parlent à travers des outils quantitatifs que nous mettons en place, que nous utilisons, que nous développons, pour faire en sorte que les questions d'environnement soient dans la macroéconomie, que les questions d'économie internationale soient dans la macroéconomie, et que la macroéconomie soit dans l'économie internationale. Pour les spécialistes de chacun de ces 3 domaines, vous voyez que c'est une ambition très très grande, et nous allons essayer donc de tenir ce cap en présentant des choses qui intéressent donc la politique économique, ou qui informent la politique économique. Donc Antoine a déjà dit ce dont nous allions parler aujourd'hui en tant qu'IMIP. Vous voyez qu'on commence avec des sujets qui sont des sujets importants. La dette est le premier, et les autres ont été annoncés aussi. Donc simplement, je voudrais vous souhaiter une excellente après-midi. Je ne pense pas que vous allez vous ennuyer. J'espère que la discussion sera animée, et donc merci aussi aux parlementaires et à la journaliste qui a bien voulu être avec nous aujourd'hui, et aux autres représentants des médias qui sont dans la salle et qui nous font le plaisir d'être intéressés par ce que nous faisons, IPP et IMIP réunis aujourd'hui. Voilà, donc excellent après-midi à toutes et tous, et donc que les présentations commencent. Eh bien, bonjour à tous. J'ai l'honneur d'introduire le premier chapitre du rapport publié par l'Institut des politiques publiques sur les perspectives budgétaires. Et il s'agit d'un travail sur les orientations de finances publiques avec Octave de Brouwer et Paul Dutronc-Postel ici présents. Donc, comment ne pas commencer par le fameux chiffre dont vous avez certainement tous entendu parler et qui a été annoncé maintenant il y a plus de 2 mois sur les 40 milliards d'efforts budgétaires à réaliser pour 2026. Vous avez peut-être oublié, mais c'est un chiffre qui en fait suit une série d'annonces assez régulières, souvent en plusieurs dizaines de milliards d'euros, pour un horizon en général allant de l'année suivante à un ensemble d'années à moyen terme. Ce qui est un peu nouveau cette année, c'est que cette annonce, elle fait suite à ce qu'on a fini par appeler un dérapage budgétaire, et qu'on définira ici comme un déficit réalisé bien au-delà de la prévision émise lors de la
discussion du projet de loi de finances correspondant au même exercice. La question qu'on va essayer de se poser ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut appréhender ce type d'annonces chiffrées et enfin savoir si ces annonces dans quelle mesure ces annonces sont fiables et crédibles. Donc revenons à cette question d'effort. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la différence entre une cible de solde budgétaire, toute l'administration publique comprise, et un scénario de solde si aucune mesure nouvelle n'était prise, qu'il s'agisse de dépenses ou de recettes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce scénario, il dépend évidemment très fortement du tendanciel ou du scénario contrefactuel qu'on envisage réellement derrière cet effort. Et cette idée de contrefactuel, on est très habitué à l'utiliser en évaluation des politiques publiques. On sait donc qu'elle peut aider à la prise de décision. Toutefois, on sait aussi que ce type de scénario n'est jamais observé et qu'il résulte de nombreuses hypothèses qu'il convient d'exposer. Le problème ici, c'est que ce tendanciel, qui est sous-jacent à cet effort de 40 milliards d'euros, il est le plus souvent pas explicite dans les débats sur les finances publiques. En tout cas, dans les premiers temps, il ne l'est pas. Et on ne peut aujourd'hui encore, à partir des documents qui ont été publiés en avril, que le déduire de la prévision globale de déficit et de l'effort global qui ont été annoncés dans ces documents. Et en particulier, la répartition entre les dépenses et les recettes sous-jacentes à ce tendanciel, et encore plus la répartition entre les différentes postes de dépenses qui sont sous-jacentes à ce scénario en l'absence de nouvelles mesures, ne sont pas connues. Pour bien comprendre l'importance de ce manque, on représente ici en fait les arbitrages entre dépenses en vous présentant dans l'axe des abscisses la croissance de la part de chaque dépense, de chaque fonction dans le PIB d'une année sur l'autre. Et ce que vous voyez, c'est la barre en pointillé à droite montre une évolution uniforme des dépenses qui suivrait exactement le tendanciel agrégé qu'on a estimé donc à plus 12,5 milliards d'euros. Pour comprendre l'effort, il faut ensuite rapporter ça à la consolidation qu'on voudrait avoir réussi à faire à la fin de l'année 2026 en comparant les dépenses 2025 effectives et celles de 2026. C'est l'autre barre pointillée à gauche qui vous dit qu'on espère que effectivement la consolidation budgétaire sera de moins 27,5 milliards d'euros. Et l'effort, finalement, c'est la différence entre ces deux barres, les fameux 40 milliards d'euros. Pourquoi est-ce qu'on le représente comme ça ? Parce qu'il faut maintenant essayer de se dire, voilà, quelle est l'évolution des dépenses implicites si on décidait que cette évolution tendancielle serait uniforme entre les postes de dépenses, que cette consolidation budgétaire serait uniforme entre les dépenses, menant à une part dans les dépenses constante. On voit ici, effectivement, qu'il s'agisse de la vieillesse, de la protection sociale, de la santé, on aurait dans tous ces secteurs une évolution tendancielle, si on ne fait rien, qui correspondrait à cette évolution de 12,5, et si on arrivait à consolider, on aurait cette baisse de 27,5. La question, c'est est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est réaliste ? La meilleure façon de voir si cette uniformité est réaliste, c'est de savoir ce qui s'est passé sur un horizon un peu plus long, de moyen terme, et c'est ce qu'on peut faire en regardant l'évolution de la part de chaque poste entre 2017 et 2023. Et on voit qu'effectivement, cette uniformité, elle n'a pas du tout été réalisée par le passé. Et ça, c'est un point important parce qu'on peut le lire de deux manières. On peut lire d'abord de cela que probablement l'évolution tendancielle des dépenses n'a pas vocation à être uniforme, et ce serait donc intéressant de savoir pour chaque poste quelle est l'évolution de la part des dépenses si on ne fait rien, qu'il s'agisse de la santé, de la vieillesse, de l'enseignement. Et puis ensuite, on voit aussi que la consolidation budgétaire elle-même n'a pas été uniforme. Et ce serait intéressant de savoir de manière consolidée, et pas seulement pour le périmètre de l'État central, quelle est la cible consolidée de baisse des dépenses pour chaque type de fonction. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à faire ni l'un ni l'autre. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, parce que c'est coûteux, l'INSEE n'arrive à fournir l'évolution des dépenses par fonction, ne serait-ce que pour 2024, on ne la saura qu'à la fin de l'année 2025.
Hein. Et évidemment, pour prendre des décisions, ce serait quand même très utile, et c'est le cas dans d'autres pays, souvent des pays plus centralisés comme le Royaume-Uni. On voudrait savoir quelle est l'évolution prévisionnelle de ces dépenses et de manière consolidée. Donc, cela manque clairement de lisibilité à ce stade, qui requiert des investissements en documentation budgétaire, qu'il s'agisse des évolutions tendancielles et prévisionnelles des dépenses. Mais il y a évidemment, au-delà de la lisibilité, il y a deux autres critères que, à la lecture de la documentation budgétaire, nous sont venus comme importants à évaluer. Il s'agit d'abord de la fiabilité des prévisions et ensuite la crédibilité des trajectoires pluriannuelles qui sont annoncées. S'agissant de la fiabilité, je pense que le sujet est évidemment à la mémoire de tous, puisqu'il y a eu tous ces débats s'agissant de l'année 2024. Mais il faut bien sûr commencer par dire que des erreurs de prévision sont tout à fait normales. Normales parce que, s'agissant de macroéconomie, il y a une volatilité qui est irréductible. Et en plus, à macroéconomie donnée, la dynamique agrégée des dépenses et des recettes de l'État est suffisamment complexe pour qu'on n'arrive pas à la prédire de manière parfaite à macroéconomie donnée. Toutefois, ces erreurs, on ne peut pas s'en satisfaire parce qu'elles ont un coût économique important. Le coût économique, il est le suivant, c'est qu'il mène à des ajustements de dernière minute qui sont soit trop faibles, soit indiscriminés, soit parfois les deux en même temps. Et puis ensuite, évidemment, il y a un coût démocratique qui est que ces surprises, elles mènent à une rupture de la confiance qui est accordée aux chiffres en général. Et ici, on pense que la meilleure solution, c'est d'offrir ou de permettre une meilleure transparence des données, des méthodes et surtout une confrontation des approches pour limiter ces surprises et rétablir cette confiance envers les chiffres. Et dans cet esprit, on va vous proposer ici deux pistes d'estimation alternatives sur les éléments suivants, le bénéfice fiscal des sociétés et les dépenses locales. S'agissant des dépenses locales, ici, je commence par vous présenter la prévision de croissance du bénéfice fiscal qui est au cœur des recettes de l'impôt sur les sociétés. Et ce que vous voyez, c'est que c'est quelque chose de très volatile. En violet, vous voyez la croissance réalisée du bénéfice fiscal. En bleu, c'est la première prévision qui est offerte en général une quinzaine de mois avant la fin de l'exercice qu'on cherche à prédire. Vous voyez que pour 2025, on prévoit, dans les documents budgétaires de l'automne dernier, on prévoyait déjà une croissance relativement limitée du bénéfice fiscal. Ce qui est intéressant, c'est que l'épisode des erreurs de prévision sur l'IS de 2023 et 2024, elles sont en fait liées pratiquement à un point de prévision en particulier qui date de novembre 2023 pour le bénéfice fiscal de l'année 2023. On avait prévu dans ces documents budgétaires une croissance d'environ 13-14% et le réalisé a été proche de 1%. Et cette erreur, pour un ensemble de raisons que je ne vais pas détailler ici, suffit à générer un décalage de recettes entre le prévu et le réalisé de 19 milliards d'euros en cumulé sur 2023 et 2024. La question est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, au moins pour un horizon aussi court, novembre de l'année N et fin de l'année, on ait une erreur de prévision un peu plus faible. La suggestion ici, ce serait d'avoir en contrepoint de ces prévisions qui aujourd'hui sont fondées sur des estimations d'excédent brut d'exploitation fournies par l'INSEE, d'avoir des estimations d'origine plus microéconomique et en particulier des sociétés françaises cotées. Il faut savoir que pour les sociétés françaises cotées, il y a une myriade d'analystes qui, entreprise par entreprise, fournit tous les mois une estimation, une mise à jour de la prévision de croissance des résultats comptables de ces entreprises, ce qui vous est présenté ici. Vous avez en rouge pourpre la croissance réalisée des entreprises cotées. On repère tout de suite la grande volatilité des bénéfices de ces entreprises, qui en fait, c'est cela qui se retrouve dans la croissance de la volatilité du bénéfice fiscal. On le retrouve ici. Et on voit qu'effectivement, les analystes eux-mêmes, 15 mois à l'avance, peuvent se tromper fortement. Ils se sont évidemment trompés pour 2020. C'est naturel. Mais ce qui est important, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin de l'exercice, vous avez une amélioration assez manifeste. Là, c'est en mai de l'année N, quelle est la prévision de croissance pour l'année N, jusqu'à la fin de l'année N. Vous voyez en particulier que pour 2025, les marchés financiers, les analystes prévoient une décroissance du bénéfice comptable des sociétés françaises. Et
lorsqu'on se rapproche de la date ultime à laquelle le PLF doit inclure une prévision de croissance des résultats des entreprises, et bien là, les analystes sont vraiment très proches de la réalité. Et pourquoi? Simplement parce que l'exercice comptable est tout proche de se terminer. Donc, on pense, au vu de cela, qu'il y a vraiment matière à enrichir les prévisions de bénéfices fiscaux, modulo évidemment des questions de périmètre et de concepts comptables qui restent encore, et ça devrait être l'objet d'un travail important de notre part, mais peut-être d'autres, de permettre une correspondance encore plus nette entre les deux concepts. Deuxième sujet, les dépenses des collectivités locales. Autre sujet important pour l'exercice 2024. Important pourquoi ? Parce que dans le rapport économique, social et financier d'octobre 2023, il était prévu pour 2024 une croissance de 2% des dépenses de fonctionnement des collectivités locales. Et au mois de juillet 2024, une alerte a été lancée par les services de Bercy, comme quoi les dépenses de fonctionnement augmenteraient bien plus que cela. Ce que vous voyez ici, en juillet 2024, c'est une augmentation prévue finalement de 7%. D'où venait cette alerte? Elle vient de l'observation des flux de trésorerie, de recettes et de paiement des collectivités locales que l'administration centrale reçoit parce qu'elle est le trésorier de toutes les collectivités. Ce qui s'est passé, c'est que cette alerte s'est avérée beaucoup moins impactante que prévu au fur et à mesure que la fin de l'année s'approchait, et on voit en toute fin, en tout début d'année 2025, on a finalement atterri à une augmentation de seulement 4% des dépenses, qui était évidemment plus importante que ce qui était prévu dans la RSF, mais beaucoup moins important que ce qui était prévu en juillet 2024. Surtout, ce qu'on voudrait dire ici, c'est que ce qui est intéressant, c'est que les collectivités locales font elles-mêmes des prévisions de budget. Elles votent des budgets primitifs et ces budgets primitifs remontent à l'administration qui en fait une collecte agrégée. Et dès le mois de juin 2024, le Trésor avait justement fait ce genre de calcul à partir de ces budgets primitifs en aboutissant à une croissance de dépenses de seulement 4,2%, ce qui s'est avéré beaucoup plus proche du résultat. La question est de savoir dans quelle mesure il faudrait plutôt se fier aux prévisions des collectivités locales ou aux paiements et aux recettes qu'elles ont effectivement. On a essayé de regarder par le passé si les budgets primitifs avaient une valeur prédictive importante du réalisé, et on a pu constater en effet que s'agissant des dépenses de fonctionnement des départements et des régions, il y avait une correspondance frappante entre ce que les collectivités locales prévoyaient de dépenser et ce qu'elles dépensaient effectivement. Ce qui est une bonne nouvelle puisqu'il s'agit d'une information publique et dont on pense qu'il faudrait l'utiliser de manière plus active. Merci. Reste la dernière partie. Voilà, donc les analyses présentées jusqu'ici ont porté essentiellement sur un horizon de court terme, c'est-à-dire l'exercice budgétaire de l'année suivante. Or, il faut rappeler que l'annonce de 40 milliards d'euros, d'un effort budgétaire de 40 milliards d'euros, repose sur une stratégie pluriannuelle, donc qui consiste à ramener le déficit public sous la barre des 3% de PIB à l'horizon de 2029. La programmation budgétaire pluriannuelle, c'est un exercice essentiel, tant pour les acteurs économiques que les citoyens et les institutions publiques, puisqu'il leur offre une visibilité sur les grandes orientations des finances publiques, ce qui leur permet ainsi d'ajuster leurs décisions en conséquence. Alors pour les instituts de recherche et d'évaluation comme l'Institut des politiques publiques, il s'agit aussi d'un exercice très important puisque l'analyse des coûts et des bénéfices repose sur un horizon qui dépasse largement le cadre annuel. Cependant, tout l'intérêt de cet exercice repose sur le caractère crédible des annonces de trajectoire, ce qui ne veut pas dire que des ajustements en cours de route ne sont pas nécessaires, mais que, en tout cas, les annonces ne soient pas systématiquement biaisées. Alors, l'objectif de cette dernière partie de notre étude a avant tout été d'établir un qui pourra servir de base pour les recherches futures. Donc notre travail a consisté ici à comparer les trajectoires annoncées dans les lois de programmation et les documents budgétaires européens avec les trajectoires observées
et ce, pour les principaux agrégats macroéconomiques et budgétaires, autrement dit, le taux de croissance du PIB et le solde public. Et puis, nous avons voulu réaliser cet exercice dans une perspective internationale afin de pouvoir, à terme, pouvoir aussi identifier les causes des et les moyens d'y remédier. Donc, nous nous sommes concentrés ici sur les programmes de stabilité dans lesquels donc, les États membres de la zone euro annonçaient leur trajectoire à moyen terme à la Commission européenne, et ce, en avril de chaque année. Et ce que nous avons fait était de collecter ces documents publiés entre l'année 2012 et 2023 et de calculer donc pour chaque État membre et chaque horizon de prévision des écarts moyens. Alors ici, nous vous montrons les résultats de cet exercice. Donc je représente d'abord l'horizon de l'année ici, l'horizon de prévision dans l'axe horizontal et l'écart moyen de prévision dans l'axe Y. Et nous voyons d'abord l'écart moyen de prévision pour l'année N et donc pour la France. Et nous voyons que celui-ci est très proche de 0 puisque notamment l'horizon est lui-même très proche. Et puis, lorsque nous nous écartons un petit peu, eh bien, nous voyons que l'écart moyen de prévision devient significativement positif. Et celui-ci tend à se stabiliser autour de 0,4 points de PIB. Alors la question est comment la France se compare avec les autres pays de la zone euro. Eh bien, en fait, nous pouvons voir que la plupart des pays de la zone euro ont tendance à être trop optimistes à moyen terme par rapport à l'évolution de leur taux de croissance. Alors, il y a évidemment des exceptions, notamment pour les Pays-Bas, l'Espagne, la Slovénie, et puis également pour l'Irlande et Malte, qui sont encore largement en dessous de ce cadre. Alors, les résultats sont sensiblement différents pour le solde public. Alors ici, nous pouvons essentiellement diviser les pays en 3 groupes principaux. Le premier groupe pour lequel on observe des écarts moyens de prévision particulièrement élevés à l'horizon N+3, notamment l'Espagne, la France, la Belgique et l'Italie. Et puis un autre groupe de pays pour lesquels ces écarts moyens sont plus faibles. Et enfin, un troisième groupe de pays pour lesquels ces écarts moyens sont significativement négatifs donc à moyen terme. Voilà, donc finalement, nos analyses nous permettent d'établir un certain nombre de conclusions qui sont organisées autour de l'idée que les questions d'information et de méthodologie devraient être placées au centre du débat budgétaire. Donc tout d'abord, nous pensons qu'il serait nécessaire de publier la méthode de calcul de l'évolution tendancielle par poste de dépenses afin que les chiffres annoncés puissent faire l'objet du débat démocratique. Nous pensons que les différentes sources de comptabilité publique devraient être mises en cohérence plus rapidement afin de rendre les annonces budgétaires pour l'année suivante plus lisibles. Et puis, nous avons aussi identifié des sources de prévision et des méthodes de prévision alternatives qu'il s'agit à présent d'encourager l'utilisation. Enfin, nous avons abordé la question de la crédibilité des annonces de trajectoire, notamment en montrant que les prévisions publiques à moyen terme sont parmi les plus optimistes de la zone euro. Alors, il s'agit là d'un constat empirique avant tout, qui appelle à s'interroger sur les moyens d'y remédier. En particulier, eh bien, de nouvelles règles budgétaires européennes viennent d'entrer en vigueur et les instituts budgétaires indépendants, donc en France le Haut Conseil des finances publiques, tendent à prendre aujourd'hui une place croissante dans le débat public. Alors nous pensons qu'il s'agit là de développements intéressants, mais nous pensons également que pourront réellement inciter les gouvernements à tenir leur trajectoire annoncée que s'ils s'accompagnent d'une expertise indépendante approfondie à laquelle l'IPP espère encore contribuer à l'avenir. Nous vous remercions pour votre attention.